Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a répondu à la main tendue du président Alassane Ouattara. Les deux personnalités se sont rencontrées ce mercredi 11 novembre. Objectif, ouvrir un dialogue afin de mettre un terme aux violences post-électorales qui secouent la Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines. À fin septembre 2020, le Cameroun a signé 11 prêts d'un montant de 416,5 milliards de francs CFA, dont 81% concessionnels. Un prêt est dit concessionnel si son élément don est supérieur ou égal à 35%. Ce type de prêt est encouragé par le FMI car jugé moins onéreux, mais accompagné de nombreuses conditions. Enfin, à partir du 1er janvier 2021, entrer sur le territoire kényan nécessitera obligatoirement un visa électronique. Décision prise par le service d'immigration qui intervient alors que les aéroports du monde entier mettent à niveau leurs solutions technologiques pour assurer les enregistrements biométriques des voyageurs dans un proche avenir. Mais tout d'abord, au Mali, polémique autour du mode de désignation des membres du Conseil national de transition. Selon les deux décrets signés le 10 novembre, à cet effet, la composition du futur CNT sera principalement coordonnée par l'un des hommes forts de la transition, le colonel Assimi Goïta. Par ailleurs, sur les 121 sièges disponibles, 22 seront attribués aux militaires. Plusieurs partis et associations politiques ont fait part de leur désaccord et appellent à la mobilisation. Selon ces derniers, le mode de désignation proposé ne respecte aucun texte, ni de la Constitution, ni de la charte de transition, et encore moins de la loi relative à la charte des partis politiques au Mali. Rencontre au sommet entre les deux principaux protagonistes de la crise politique ivoirienne, Alassane Ouattara, président de la République, et Henri Konan Bédié, président du PDCI et leader de l'opposition, se sont rencontrés ce mercredi 11 octobre à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Le début d'un dialogue visant à résoudre la crise post-électorale que traverse le pays depuis plusieurs semaines et qui a déjà fait 85 morts. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Dialogue direct entre le président Alassane Ouattara, président de la République, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à faire baisser la tension. Le pays connaît des affrontements meurtriers depuis l'appel à la désobéissance civile lancé par le président Bédié, qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre ayant permis la réélection du président Ouattara, et a donc créé le Conseil national de transition. Le président Alassane Ouattara est satisfait de la reprise du dialogue. Le président Bédié, président du PDCI RDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Même disposition d'esprit chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Il annonce d'autres rencontres à venir pour trouver solution à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Les observateurs s'attendent à une accalmie sur le front du conflit après cette rencontre des deux leaders politiques ivoiriens. Le gouvernement annonce que les affrontements ont fait au total 85 morts avant, pendant et après les élections. Les leaders de l'opposition arrêtés sont toujours en détention pour le moment.
Dans l'actualité également, la justice nigérienne maintient le casier judiciaire d'Ama Amadou. Pour rappel, le chef de file de l'opposition a été condamné le 13 mars 2017 à 1 an de prison ferme pour recel d'enfants notamment. Dans une lettre, le président de la cour d'appel de Niamey, Daouda Samna, a déclaré qu'il était impossible d'effacer cette condamnation du casier judiciaire d'Ama Amadou. Argument contesté par l'avocat de ce dernier qui craint une manœuvre pour empêcher son client de se porter candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020. En effet, le code électoral nigérien stipule que toute personne condamnée à 1 an de prison ou plus ne peut être inscrite sur les listes et donc ne peut se présenter. Depuis le début de l'année 2020, le gouvernement camerounais a signé avec ses partenaires financiers 11 conventions de prêts portant sur un montant de plus de 400 milliards de francs CFA. 81% sont concessionnels et 19% non concessionnels. Notons que les prêts concessionnels encouragés par le FMI sont accompagnés de nombreuses conditions dont se méfient notamment les souverainistes. Thierry Ndassa nous apporte plus d'éclairage sur le sujet. 416,5 milliards de francs CFA, c'est le montant global représentant 11 conventions de prêts que le gouvernement du Cameroun a signé avec ses partenaires financiers sur l'année 2020. Selon la Caisse autonome d'amortissement, il ressort que ces prêts sont à 81% concessionnels et à 19% non concessionnels. On peut considérer qu'il était nécessaire ou alors que le choix du gouvernement est judicieux parce que pour l'essentiel, il s'agit des projets d'investissement dans les infrastructures routières et énergétiques qui influencent les coûts de facteurs dans la production des biens et services. On peut espérer que si ces projets sont conduits à leur terme, ils peuvent aussi évidemment créer de l'emploi. Sur le plafond total de 350 milliards de francs CFA, autorisé par la loi de finances 2020 pour les emprunts non concessionnels, la marge restante pour l'année 2020 est de 271 milliards de francs CFA. Concernant les prêts concessionnels, par contre, ils sont en léger dépassement de 37,1 milliards de francs CFA par rapport au plafond de 300 milliards. La différence entre les financements concessionnels et les financements non concessionnels est simple. Les financements concessionnels sont des financements où le volet don représente au moins 35% du financement. C'est-à-dire que 35% de l'argent qui sera octroyé au pays ne sera pas remboursé. C'est d'ailleurs le principal avantage des prêts ou des financements concessionnels. Mais l'inconvénient de ces prêts, c'est les conditionnalités qui les entourent. Généralement, avec les prêts concessionnels, c'est le prêteur qui décide de l'utilisation qui sera faite du financement. La Caisse autonome d'amortissement, l'organisme public en charge de la gestion de la dette au Cameroun, annonçait que l'encours de la dette du pays était évalué au 30 septembre 2020 à 10 164 milliards de francs CFA, soit 45,8% du produit intérieur brut. Le Niger reste confronté, malgré ses importants efforts, à de nombreux défis de développement, dont un très faible accès durable aux services énergétiques modernes. Seulement 1% de la population rurale, où réside encore plus de 80% de la population, a l'accès à l'électricité. Afin d'y remédier, le pays va bénéficier d'un fonds de 353 milliards de francs CFA, un fonds approuvé dans le cadre d'un partenariat entre l'État du Niger et l'Alliance du Sahel. Les détails avec Marine Tolo. Un financement de 353 milliards de francs CFA a été approuvé à l'honneur du Niger. Ce financement a été initié à l'issue d'une table ronde entre le gouvernement nigérien et ses partenaires de l'Alliance du Sahel, dont le but était de présenter la stratégie nationale d'accès à l'électricité en vue d'améliorer l'accès à l'électricité dans le pays. Pour un pays comme le Niger, vous verrez que le taux d'accès à l'électricité aussi entre 30 et 35%. Mais cependant, le taux d'électrification aussi autour de 13%. Alors, quand vous comparez ce taux d'électrification du Niger par rapport à certains pays de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'il est légèrement inférieur à ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est aussi autour de 15 à 65%. Dois-je vous le rappeler, la moyenne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la moyenne du taux d'électrification aussi autour de
40%. D'après un communiqué, l'accès à l'électricité demeure un défi majeur pour un grand nombre de Nigériens, dont la couverture nationale en électricité représente à peine 20% du taux général d'électrification du pays. Selon certains experts, l'écart d'accès à l'énergie entre les zones urbaines et rurales, où vit la majorité des populations, est énorme. La première phase de mise en œuvre de la stratégie nationale d'accès à l'électricité verra la mise en place de l'extension des réseaux électriques pour l'électrification des zones rurales à vocation agricole en vue d'usages productifs et de l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat des populations. Rappelons qu'avec un taux d'électrification situé légèrement en dessous de 20%, le Niger occupe le dernier rang dans l'espace ouémois. Au Kenya, le visa électronique deviendra une condition d'entrée obligatoire pour tous les voyageurs qui ont besoin d'un visa à partir de janvier 2021, a annoncé le service de l'immigration dans un communiqué. Selon les autorités, le système de demande en ligne simplifiera considérablement le traitement et la délivrance des visas pour les ressortissants étrangers en visite dans le pays. Lorita Simbo. Le Kenya débutera la délivrance du visa électronique dès le 1er janvier 2021. L'objectif de cette réforme, selon les autorités, est de simplifier le traitement et la délivrance des visas aux étrangers entrant dans le pays. Nous souhaitons vous informer que le visa 100% électronique sera délivré à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, tous les passagers des pays étrangers voulant entrer au Kenya devront demander et obtenir un visa électronique avant l'embarquement. Toute personne désirant se rendre au Kenya devra remplir un formulaire de demande de visa en ligne. Une fois cela fait et la demande approuvée, la personne va recevoir un e-visa dans sa boîte mail. À son arrivée au Kenya, le voyageur présentera son visa électronique aux services compétents qui vont apposer ensuite un visa standard sur son passeport. Les avantages sont évidents. Ça va faciliter les voyageurs et les touristes, les gens qui veulent visiter le Kenya parce que c'est nouveau. Ça va aussi faciliter la contrefaçon. Les gens qui peuvent entrer au pays comme des terroristes parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour étudier le dossier de chacun. À travers cette nouvelle démarche, le Kenya rejoint ceux de la sous-région comme l'Éthiopie et le Rwanda qui ont introduit le visa électronique depuis 2018. Le Ghana projette également la délivrance du e-visa à partir du deuxième semestre 2021. Le Kenya qui fait face à des inondations records. Les niveaux d'eau des grands lacs de la vallée du Rift sont alarmants. Des populations ont dû être déplacées. Les habitations et les cultures ont été englouties. C'est le cas autour du lac Naivasha au sud du pays, comme nous allons le voir dans ce sujet de la rédaction. Ruth Wanjiru a tout perdu. Les inondations autour du lac Naivasha, dans le bassin de la vallée du Rift au Kenya, l'ont forcée à fuir. Les petites maisons de location qu'elle avait fait construire dans la région ont également été dévastées, la privant de sa principale source de revenus. Nous sommes ici depuis 1997. Quand il y a eu le premier El Niño, nous étions également ici lors du second El Niño et nous n'avons jamais été témoins d'une telle destruction. J'ai abandonné ma maison le 10 mai, mais l'eau n'était pas encore arrivée chez moi. J'avais 6 locataires, mais ils sont maintenant partis. Le dernier est parti dimanche. Tout est inondé maintenant. Cette situation est le résultat de plusieurs mois de pluie torrentielle dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, provoquant des hausses records des cours d'eau de la région et l'inondation des zones environnantes. Les cultures ont également été détruites et la montée des eaux a amené de nouveaux dangers, comme la présence d'animaux sauvages près des habitations. Ce qui est déroutant, c'est que l'eau ne coule pas ici, mais elle vient du sous-sol, ce qui signifie que le sol est meuble. L'eau est sale et avec elle, nous avons des animaux sauvages comme des hippopotames qui passent maintenant ici. Il est devenu très dangereux de se promener, même dès 7 heures du soir. Selon les Nations Unies, au moins 3,6 millions de personnes ont été affectées par les inondations en Afrique de l'Est. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.